Très bien, je vous propose de débuter. 13h03, les retardataires arriveront au fil de l'eau. Très content de vous retrouver. On n'en avait pas fait encore cette année. On s'était laissé au mois de décembre. Donc on a mis un petit peu de temps. On a laissé passer les congés. On reprend aujourd'hui. Et puis en fin de meeting, je vous parlerai un petit peu du programme à venir avec pas mal de choses dans les cartons. Format habituel aujourd'hui. Donc moi déjà, je suis votre hôte habituel, hein, Antoine Nagier de la société Team Spirit. Je vais faire le welcome et puis la petite fin avec toujours l'habituel sondage un peu, histoire de voir ce que vous aurez pensé de ce meet-up numéro 11, si je ne dis pas de bêtises. Aujourd'hui, deux speakers. Jérôme débutera, hein, de la société Pas à Pas, je le laisserai se présenter. Il nous parlera d'Azure et de SAP. Et Emeric nous fera un retour sur le State of FinOps qui avait été publié fin d'année dernière, qui avait été ouvert à tous les professionnels pour recueillir un peu, prendre la température, mesurer l'adoption, etc., etc. Donc c'est le deuxième, hein, il y en avait eu un l'année précédente, donc là c'est le second, et il nous fera un petit retour sur les résultats qui commencent à sortir. Voilà. Donc je vais laisser tout de suite la parole et on va enchaîner avec dans le dur. Jérôme, je te laisse prendre le contrôle et nous parler de tout ça. Bonjour à tous, je vais m'incruster d'un coup dans la... Bonjour à tous, merci Antoine pour l'invitation et puis merci à la FinOps Foundation. Peut-être si je commence par me présenter, moi j'ai à peu près 20 ans d'expérience dans l'IT et sur SAP, et puis un peu plus de 10 ans sur le cloud. Aujourd'hui, je porte les offres cloud et infrastructure sur SAP pour Pas à Pas, et du coup, je suis ravi de vous présenter notre retour d'expérience sur Azure. On va passer rapidement parce que je pense que on va plutôt rentrer dans le cœur du sujet. Je ne sais pas si pour ceux qui ne connaissent pas Pas à Pas et le groupe Talent. Donc, Pas à Pas est une société du groupe Talent. Et on est le bras armé quelque part de talent pour SAP en France. Et le point clé, surtout par rapport à ce que je vais vous raconter, c'est qu'on a un peu plus de 10 ans d'expérience, puisque nos premières instances hébergées et infogérées pour nos clients dans le cloud ont démarré en 2013. Oui. Sur ce que je vous propose en termes d'agenda, c'est on va parler un petit peu du contexte SAP avec un prisme infrastructure, en particulier pour la FinOps, pour poser un petit peu le décor, et puis ça permettra à ceux qui ne connaissent pas les applications SAP d'en percevoir une partie des contraintes. Et on développera, ce que je vous partagerai, c'est deux axes sur le FinOps, parce que pour nous, le FinOps, ce qui est clé, c'est une partie design, c'est-à-dire on ne fait que du bon FinOps en le designant bien à la base, et puis ensuite on parlera un peu plus des opérations. Et je vous présenterai en conclusion la journée financière typique de nos clients SAP quand on les emmène dans le cloud sur Azure. Et puis je vous parlerai aussi d'un retour d'expérience avec un de nos clients qui s'appelle Tape à l'œil. En termes de contexte et puis de technologie SAP, alors SAP, c'est une compagnie qui a un portfolio de solutions qui est quand même très important. Et donc là, on va se concentrer sur le cœur de son offre, c'est l'ERP. Et par ERP, j'entends les solutions NetWeaver, ECC ou S4. Pour ceux d'entre vous qui sont peut-être un peu plus dans l'écosystème. Je ne vais pas du tout parler ni de solutions by design, ni de business one, et je vais volontairement aussi faire abstraction des solutions SaaS, comme par exemple Concur, SuccessFactors, ou des solutions PaaS de SAP, comme la Business Technology Platform, BTP, parce que ça mériterait presque un sujet FinOps à part, ce sujet PaaS. Et du coup, on va être très orienté IaaS dans la déclinaison FinOps, puisqu'on ne va pas développer ni les Power Apps comme Power BI, ni des composants additionnels qu'on pourrait consommer as a service comme du partage de fichiers ou de la Azure Active Directory. Mais on va bien se concentrer sur le cœur des opérations qui est basé sur l'infrastructure as a service.
le premier point à retenir, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas SAP, c'est souvent des workloads, enfin même quasiment tout le temps des workloads critiques, avec une forte volumétrie. C'est plusieurs, ça peut aller jusqu'à plusieurs téras de données en base de données, sur une architecture 3 tiers, hein, base de données, serveur applicatif, avec un client lourd et maintenant des déclinaisons en modèle de consommation plus léger, en mode web, sur des technologies qu'on appelle Fiori dans l'écosystème. Et puis ça va de quelques dizaines, bien plus souvent quelques centaines, voire quelques milliers d'utilisateurs. Et donc ça apporte une particularité à l'application. L'autre contexte qu'il faut prendre en compte, c'est aussi donc le SAP, en tout cas l'ERP est en pleine transformation, puisqu'on a une fin de supportabilité du core ERP qui arrive en 2025 et 2027, et avec une transformation vers S4HANA. Et je vous raconte tout ça parce que ça a son importance dans la FinOps, c'est que S4HANA arrive avec une technologie qui s'appelle SAP HANA, qui est un moteur de base de données, une plateforme qui fonctionne in memory. Et donc, au-delà d'être de grosses configurations en termes de compute, avec beaucoup de mémoire et beaucoup du coup de puissance CPU, on a besoin d'avoir des machines virtuelles, des VM qui sont certifiées par l'éditeur. Et il y a une autre particularité, c'est qu'on ne containerise par exemple pas encore ce type d'application, et donc on est sur une scalabilité qui est très horizontale, très verticale, pardon, mais pas horizontale en termes de croissance. Et il y a deux camemberts là sur le PowerPoint qui sont assez représentatifs. Vous avez un découpage typique des configurations de nos clients, hein, entre le compute, le stockage, le réseau et le support, à la fois sur, on va dire, le core ECC historique, et puis sur S4HANA. Le premier impact, c'est qu'on a une croissance de l'ordre de x2 en termes de taille et d'OPEX. C'est pour ça que le camembert HANA est plus gros. Et puis du coup, qui dit technologie HANA dit serveur plus conséquent, et donc la proportion de compute est plus grande que par rapport à une instance ERP classique. Maintenant que vous êtes baigné dans l'écosystème SAP, je vais vous parler et développer un peu plus la partie design. Parce que pour nous, en fait, ce qui est clé, c'est vraiment le design. C'est-à-dire que quand on construit une architecture dans le cloud, on ne la construit pas comme on la construisait quelque part par le passé, y compris quand on était virtualisé. Les premiers éléments pour le design, hein, c'est les éléments que vous connaissez probablement tous, hein. Il y a la disponibilité de l'application, en tout cas l'indisponibilité maximum que l'application doit respecter. Et puis il y a la perte maximum de données, et aussi le niveau de risque qu'on souhaite couvrir. Est-ce qu'on souhaite gérer un risque jusqu'à la perte d'un data center, d'une zone, voire même d'une région complète? Et ça va driver quelque part l'architecture qu'on va construire, tout en prenant en compte à la fois les contraintes applicatives de l'application SAP, les contraintes technologiques, parce qu'on ne peut pas faire de la réplication de la même manière sur un système qui aurait une base Oracle qu'un système qui aurait une base HANA. Et puis, il y a tout ce que nous apporte le cloud en termes de résilience, hein, soit résilience native par rapport à la disponibilité des services qu'on consomme, hein, que ce soit du stockage ou de la VM, mais aussi la résilience entre les data centers avec les concepts de zone de disponibilité de région. Et pour illustrer du coup mon propos sur cette partie-là qui est clé, c'est par exemple, si je vous donne un exemple dans un contexte SAP, on avait plutôt l'habitude, pour des architectures haute disponibilité, de dédoubler quelque part l'architecture, et on augmentait généralement un petit peu la taille des serveurs, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait un serveur qui était dormant, on mettait des technologies cluster de haute disponibilité, et puis pour optimiser ce serveur dormant, on gonflait ses capacités, et puis on venait ensuite déployer des instances non productives sur ce serveur dormant qui avait plus de capacité. Mais potentiellement, cette capacité, elle était perdue. Là où aujourd'hui, on ne design plus du tout de cluster achat avec
avec ce type de technologie. On va plutôt mettre en place un mécanisme de réplication au niveau des bases de données qui permet du coup de garantir cette résilience et puis avec une puissance moindre pour le système quelque part réceptacle et on augmentera la capacité de ce serveur lorsqu'on basculera réellement le serveur de production. Et ça a des impacts surtout par rapport à ce que je vous évoquais finalement en introduction, c'est quand on a des très gros serveurs ANA avec une grosse empreinte en termes de compute dans l'ensemble de la facture, ça pèse finalement assez lourd à la fin. Dans les schémas précédents, et je vous partageais aussi les aspects de répartition des coûts, et on voit que le stockage, il est assez important, c'est aussi lié à la volumétrie de l'application. Et il y a plusieurs axes sur cette partie-là. C'est à la fois, il faut faire un bon design des sauvegardes et des solutions de sauvegarde qu'on va mettre en œuvre, parce que forcément, quand on a des stratégies de rétention qui sont longues pour des contraintes légales avec des grosses volumétries, tout de suite, ça peut faire effet boule de neige. Et en fonction de où on stocke sur les services cloud, déjà, on ne va pas avoir la même empreinte coût, on ne va pas être en capacité de restaurer dans les mêmes délais par rapport aux indicateurs de recovery sur lesquels on s'est engagé. Et donc, tous ces éléments sont clés. Et on a par exemple développé une solution de sauvegarde qui est propre, qui s'appuie sur les technologies cloud et qui va permettre de faire de la déduplication pour optimiser tout ça. Dans un contexte SAP, par exemple, faire des snapshots et considérer que les snapshots, c'est un système de sauvegarde unique et fiable pour ces systèmes ANA, ça ne fonctionne pas, quoi. C'est pas adapté. On a, on a aussi le layout des disques qui peut avoir une importance clé. Alors, il y a l'importance par rapport à la supportabilité de l'application et son niveau de performance attendu, mais c'est surtout aussi en termes de coût et de FinOps. D'autres aspects qui sont importants dans le design, mais là, ce n'est pas que lié à SAP, hein, vous les retrouvez par ailleurs, hein, c'est toute la notion licence. Hein, donc, il y a une étude à faire en fonction des cas clients. Hein, est-ce qu'ils peuvent amener leur licence ou pas et puis, dans un contexte SAP, est-ce qu'il faut qu'on mette des éditions? Je pense par exemple à que ce soit Red Hat ou SUSE. Est-ce qu'il faut prendre les versions SAP de ces distributions ou pas. Et sur la partie Microsoft en particulier, pour les clients qui ont des software assurances, on peut aussi leur faire bénéficier de l'hybride benefit qui permet d'avoir des gains quand même assez significatifs en fonction du contexte client. Et enfin, pour terminer sur la partie design, c'est la partie là que je cache finalement, c'est la partie réservation. Donc la réservation, il ne faut pas la négliger. Et on a pas mal de cas d'usage où certains clients n'utilisent pas les systèmes non productifs, hein, parce que dans SAP, on a développement qualité production souvent. Et ces systèmes ont des tailles quasiment similaires, si ce n'est pas le cas pour la dev, en tout cas ça l'est pour les systèmes de qualité et de test. Et du coup, le fait de les arrêter à partir d'un certain seuil, hein, les ABAC, c'est à peu près 200 heures d'utilisation mensuelle, on a un réel gain. Il est des fois plus intéressant de consommer on-demand avec une bonne automatisation d'arrêt-relance et de vérification plutôt que de s'engager finalement et de bénéficier des économies liées à l'engagement. Ça, c'est toute la partie design. Et donc, elle a un poids quand même assez important. Je vous donnerai quelques chiffres quand je vous parlerai de notre client. Sur la partie catalogue de services, ce qui est clé une fois qu'on a designé tout ça, c'est qu'il faut opérer et piloter. Et donc, ça c'est très attendu par tous nos clients. Et on a construit un catalogue de services qui nous permet de faire ça. Alors, il y a plusieurs leviers. Donc ça permet de garantir la maîtrise de la consommation une fois qu'on a fait le bon design. Et on a, par exemple, je vais vous donner 2-3 exemples. Hein, on monitore les flux réseau qui peuvent avoir un impact sur les coûts, ce qui nous permet du coup de proactivement réagir si on a des comportements anormaux de l'application. On a tout un ensemble aussi de checks automatisés et d'actions récurrentes sur les disques managés, par exemple, vérifier tous les orphelins. On va aussi vérifier tous les AMI, toutes les AMI qui seraient obsolètes ou les blobs et les snapshots qu'il faudrait purger.
on fait un capacity planning, mais comment on le ferait finalement sur une infrastructure historique, puisqu'on peut faire du right sizing. Alors, c'est un peu pondéré dans un écosystème SAP, en particulier sur ANA, puisque du coup, on est limité dans des tailles de boîtes qui font qu'on n'a pas la granularité qui nous permettrait d'avoir autant de gains que sur une infrastructure non SAP. Et il y a un point qu'il ne faut pas négliger, c'est le suivi des cycles de réservation, parce qu'on peut être amené au fil du temps à désynchroniser en fonction des projets les engagements, et donc il faut bien les suivre pour bien les renouveler, en tout cas les piloter. Et ça permet de garantir quelque part la consommation, le suivi de cette consommation. Ça, c'est tout l'aspect un peu proactif, activités qui permettent de suivre et de mesurer. Et on rajoute une partie reporting, suivi, pilotage avec une gouvernance spécifique. On a des équipes spécialisées qui pilotent les contrats de nos clients et qui, quelque part, assurent la fonction de FinOps et de représentation de FinOps avec derrière du tagging qui permet de faire des analytiques croisées en fonction des projets clients, mais aussi du coup des types de consommation, que ce soit les consommations de stockage, de réseau, de manière à isoler tout ça et de aussi comparer les consommations liées au productif du non productif. Et ça, c'est des rôles qui sont à la fois techniques et à la fois de pilotage. On a nos experts techniques, quelque part, ont de plus en plus un vernis financier des impacts de leurs actions et le pilotage est fait en coordination avec ces équipes. Alors, cette planche-là, c'est marrant, vous voyez tout l'avancement là. J'ai l'impression que ça. Les animations ne marchent pas très bien. Bon, c'est pas très grave. En tout cas, là, ce que je voulais vous partager, c'est du coup l'évolution typique des coûts d'infrastructure chez nos clients et pour SAP. En gros, quand on a un projet, on a une phase de ramp-up projet, c'est la phase la plus foncée. Cette phase-là, elle commence, on va démarrer avec des instances qui sont non réservées, puis on va faire un usage intensif parce qu'on a un projet de migration, d'upgrade ou de transformation. Et donc, généralement, on surconsomme par rapport à l'estimation initiale qu'on avait fait en phase d'avant-vente pour les architectures de nos clients. Mais c'est complètement connu, donc c'est de l'ordre entre 40 et 60% en fonction des clients. Sur cette base-là, en fait, on n'a que des instances non réservées et on va ensuite rentrer dans une phase de mise en œuvre des plages de service et qui permettent quelque part d'arrêter les instances dont on n'a pas besoin, ce que je vous expliquais tout à l'heure, et pour pouvoir poursuivre une période d'observation qui va valider qu'en fait le sizing qu'on avait imaginé correspond à la réalité applicative du besoin des applications. Et tout ça nous emmène ensuite dans une réservation optimisée et on va faire les engagements de réservation pour finalement atteindre l'estimation qu'on avait initiale. Antoine me posait la question, c'est quoi vos KPI de FinOps? Et en fait, on n'a pas de KPI spécifique. Je dirais que le seul KPI principal pour nos équipes, c'est de respecter les engagements qu'on a pris. Et donc, on se base sur cette ligne d'estimation. Et surtout, on va s'assurer que s'il y a un gap, on sait pourquoi. Et de garantir cette vision pour nos clients. Et ensuite, après, il y a l'augmentation naturelle des données de stockage. Et puis, on peut avoir une utilisation temporaire ou une puissance additionnelle qui est nécessaire, voire même un décommissionnement. Et là, on est vraiment après dans l'agilité du cloud. C'est tout l'intérêt. C'est tout l'intérêt. Pour conclure, je peux vous parler du coup d'une référence client qui s'appelle Tape à l'œil. Donc, ils font ils vendent des habits, ils sont dans l'habillement et ils avaient un projet d'intégration. Ils nous ont choisi justement pour nos capacités cloud et également pour nos capacités FinOps dans le cloud. Ils étaient sur un projet d'intégration, donc c'est un client qui a fait son go live technique en plein Covid. Ils avaient des contraintes
forte de mise à disposition de l'infrastructure par rapport à leur planning projet. Et dans la mesure où on code l'infrastructure, en fait, c'était pas un souci. Et ils attendaient beaucoup en termes d'optimisation des OPEX sur cette partie-là. Les résultats un peu de ce que je vous évoquais finalement sur les parties précédentes, on a quasiment divisé par deux les infrastructures en designant leur infrastructure dans le cloud. Et puis en faisant un suivi et une veille, parce que les offres en particulier, donc sur Azure, on a en mars 2021, il y a eu un nouveau layout de disque qui était viable pour SAP. On a appliqué ça et ça a permis de diminuer quelque part son empreinte stockage. Au niveau global, ça a fait 10% d'économie additionnelle et donc on a atteint ces deux objectifs. Je suis au bout de la présentation. Je ne sais pas, Antoine, si on peut ou si on attend peut-être la fin pour faire des questions, la fin globale. On peut en prendre un petit peu maintenant. J'avais prévenu sur le chat. Je ne sais pas si l'audience a des questions un petit peu plus détaillées ou si vous posez si vous voulez plus de détails, des choses, n'hésitez pas. Vous pouvez vous démuter, je pense. Donc vous pouvez parler dans votre micro. Il n'y a pas de souci. Le temps que vous réfléchissiez éventuellement, moi j'en ai une. Là, donc vous hostez les SAP pour vos clients. Là, au niveau du portail Azure, est-ce que vous donnez une visibilité comment vous donnez une visibilité sur les coûts à vos clients, si vous leur en donnez une, ou pour eux c'est complètement masqué? Alors, c'est une excellente question et tu fais appel à un point d'approche stratégique qui est un peu différent de certains de nos compétiteurs. C'est qu'on n'a pas vocation, nous, à acheter et revendre l'infrastructure cloud parce que le client peut avoir d'autres workloads et se développer autrement. Donc, on est en capacité de le faire, mais c'est moins de 5% de nos clients qui nous demandent de porter la totalité. Donc, cette problématique n'existe pas puisqu'en fait, on utilise la souscription de nos clients et on s'engage sur leur propre souscription, ce qui fait qu'ils ont accès à l'ensemble des choses. C'est juste qu'on leur prépare et on leur mâche quelque part la vision de consommation et d'opération. Je réponds un peu à côté, mais c'est 95% de notre marché fonctionne comme ça aujourd'hui. D'accord. Donc vous les hostez sur leur souscription à eux, chez eux, quoi. Exactement. Alors, certains clients souhaitent pour des problématiques contractuelles qu'on porte la globalité. Et dans ce cas-là, en fait, on peut faire enfin, tout est possible. C'est-à-dire qu'on masque rien aux clients. Mais quoi qu'il arrive, en fait, nos catalogues de services intègrent, si tu veux, ce reporting FinOps par défaut. Et donc, du coup, on leur partage l'ensemble des chiffres et surtout, on justifie les écarts quand il y en a. D'accord. Okay. Oui, parce que du coup, c'est hyper transparent et c'est eux qui portent les coûts, donc j'imagine qu'ils sont un peu tatillons sur vos initiatives FinOps en plus. Exactement, et c'est pour ça qu'en fait, c'est clé de faire des estimations qui sont extrêmement fiables. Et aujourd'hui, on a plus de 10 ans d'expérience sur le sujet. Donc, quand on fait des estimations, elles sont très, très fiables. Et on s'engage, on est en capacité de s'engager sur cette partie-là. Ce qui les rassure par ailleurs complètement, hein, parce qu'il y a pas mal de clients qui ne maîtrisant pas ça se disent, oulala, c'est comme ma consommation d'eau. Si on fait une analogie, si je laisse le robinet ouvert, bah forcément, c'est infernal, quoi. Ok, d'accord. Très bien, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions parmi l'assistance aujourd'hui? Faites pas les timides, hein. On a encore quelques minutes là, avant de passer à Aymeric sur le state of FinOps. Du coup, Émeric, je te laisse reprendre la main. Oui, parfait, merci. On en reste là, vous êtes sûr? Eh bien, écoute, Aymeric, je vais prendre le micro. Cool. Parfait. Merci beaucoup, Antoine. Donc, alors, rapidement. Donc, je m'appelle Aymeric Taspino. Je ne sais pas si je vais m'en sortir avec cette petite miniature, mais bon, je n'avais pas anticipé, mais c'est pas grave.
Donc, je suis le cofondateur de Cloudisia, une société spécialisée dans le FinOps qui a été acquise par Accenture assez récemment. Et donc, j'occupe désormais le rôle de lead FinOps pour la région Gallia chez Accenture, donc la France et le Benelux. Et donc, je vais vous présenter aujourd'hui une synthèse des résultats de l'étude State of FinOps. Donc, State of FinOps, c'est une étude qui est lancée mondialement par la FinOps Foundation tous les ans, depuis 2 ans, donc c'est la deuxième, et qui pose tout un tas de questions. Donc, c'est un grand questionnaire où tous les membres de la communauté FinOps sont amenés à y répondre. Et qui permet un peu de voir les tendances sur les besoins, les salaires, les problématiques principales des clients au sujet du FinOps. Voilà. Et donc, l'objectif de cette présentation, c'est vraiment de faire un résumé des résultats de cette étude, dont une version plus longue et en anglais est disponible pour les membres de la communauté de la FinOps Foundation sur les plateformes de la FinOps Foundation. Alors, pour commencer, qui a répondu donc à cette étude? Donc globalement, c'est vraiment une étude qui est mondiale, hein. On a certes toujours une bonne moitié des répondants qui sont aux États-Unis, mais on a quand même une part représentative de répondants qui sont en Europe. Sur les tailles d'entreprise, globalement, on est plutôt sur des entreprises de 1 à 1000 personnes pour plus de la moitié. Les très très grands groupes représentent un peu moins. Et en termes de seniorité, alors on a vraiment je pense que je vais couper la caméra, je suis désolé, mais comme ça, au moins, voilà, vous aurez plus de visibilité. Donc, on a vraiment plein de types de personnes qui ont répondu, des managers, des contributeurs, des directeurs, et puis aussi des personnes un peu plus capées, type VP ou C-level dans les structures. D'un point de vue niveau de maturité, donc on a demandé aux répondants de s'auto-évaluer sur la maturité du FinOps dans leur organisation. Donc on a globalement 26% qui se disent sur la phase crawl. Vous savez, la FinOps Foundation décrit les 3 niveaux de maturité, crawl, walk et run. Donc le premier étant crawl, ramper, le deuxième walk, marcher, le troisième run, courir. Donc on a 26% qui sont sur le niveau crawl, donc le niveau le plus bas, 32% sur walk et 15% run, avec 27% qui ne savent pas forcément se positionner. Ce qui est important de voir, c'est que globalement, on a plus de répondants qui sont débutants dans le FinOps que sur l'année dernière. Alors, en termes de stratégie cloud, pareil, ça fait partie un peu des points d'introduction. Donc, où est-ce que vous en êtes sur votre stratégie cloud? On voit que globalement, le cloud public, mais sans trop de surprise, est majoritaire. Donc, si on cumule le public cloud first, ou utilisation du cloud, ou tout dans le cloud, on arrive à une majorité et né dans le cloud, pardon, on arrive à une majorité évidemment assez écrasante, avec quasiment maintenant la moitié des structures qui se disent public cloud first, donc qui vont d'abord vers le cloud first. Hop. Donc ensuite, sur les principaux enjeux autour du FinOps, donc les répondants ont pu lister un certain nombre d'enjeux différents, plusieurs enjeux par participant. Le premier enjeu, ça reste un enjeu qui est historique chez la FinOps Foundation, ça reste une des problématiques majeures de la FinOps Foundation, c'est faire agir les ingénieurs, faire en sorte qu'ils déclenchent les actions d'optimisation, qu'ils réalisent les actions d'optimisation. Aujourd'hui, la détection d'opportunités d'optimisation, c'est pas en général là où le bas blesse, mais c'est plutôt comment est-ce qu'on passe à l'action et comment est-ce qu'on obtient vraiment les bénéfices de l'approche FinOps. Il y a beaucoup de choses autour de la prévision des dépenses, l'estimation des budgets. On a également sur l'adoption du FinOps, alors c'est des sujets d'évangélisation au sens large, donc c'est comment je vais expliquer au sein de mes équipes, au sein de mes entités, qu'est-ce que le FinOps et quel est l'intérêt du FinOps et pourquoi est-ce qu'il faut faire du FinOps. Des sujets autour de l'automatisation, la réduction du gâchis, évidemment, l'alignement des équipes, là encore on est dans l'évangélisation, l'allocation des coûts,
On a pas mal de choses autour de l'allocation des coûts. Donc, il y a l'allocation des coûts en tant que telle, le reporting des coûts spécifiquement sur les conteneurs, le reporting multi-cloud, la gestion des coûts partagés, donc les coûts qui sont difficiles à allouer à telle ou telle application ou telle entité et qu'il faut ventiler entre plusieurs utilisateurs. Voilà, donc si on cumule tous ces sujets, on a quand même pas mal d'enjeux autour du reporting. Comptabiliser les coûts additionnels, donc les coûts qui arrivent on top du cloud, le reporting cloud hybride, gérer les coûts non IaaS. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de maturité sur le FinOps dans un domaine IaaS. Tout le monde commence à bien contrôler les coûts de VM, les réservations, etc. Maintenant, sur les composants PaaS et serverless, c'est plus compliqué. Voilà. Donc globalement, pour expliquer un petit peu les résultats, donc c'est vrai que ce qu'on a expliqué, c'est que le niveau de maturité moyen des répondants est plus bas qu'en 2021. On a plus de débutants en FinOps. Les coûts partagés ont beaucoup réduit. Initialement, c'était un des top priorités. Ça ne l'est plus trop. Alors, est-ce que c'est parce qu'on a plus de nouveaux répondants et qu'ils n'ont pas encore été confrontés à ce problème-là? C'est possible. Il y a beaucoup de choses qui sont produites par la FinOps Foundation pour traiter ces sujets-là. Donc, je parlais tout à l'heure de faire agir les ingénieurs, mais aussi sur la partie reporting. Donc, il y a des SIG, il y a des livres blancs. Donc, il y a vraiment beaucoup de contenu proposé par la FinOps Foundation pour adresser ces sujets-là. Pareil sur l'évangélisation. Et notamment sur l'évangélisation, il y a des sujets qui ont été faits par le groupe France, donc en français, sur des supports pour aider à l'évangélisation autour du FinOps. Et globalement, donc si on peut récapituler tous ces points-là en 3 principales problématiques: implémentation des optimisations, reporting et évangélisation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, j'y répondrai au fil de l'eau. Alors, sur la capacité d'allocation, donc on a demandé aux répondants est-ce qu'ils étaient bien capables ou pas d'allouer la totalité de leurs dépenses cloud. On voit qu'on a quand même une moyenne qui est aujourd'hui à environ 75%, avec une cible, une target qui est plutôt à 90% pour les répondants. Donc on voit qu'il y a pas mal de progrès à faire. 75%, c'est quand même mieux que l'année dernière et c'est quand même assez rassurant de voir que petit à petit, on a des clients qui maîtrisent de mieux en mieux leur consommation cloud. Quand on demande les plans d'action qui sont à mettre en œuvre pour améliorer cette allocation, la première réponse est autour du tagging, sans trop de surprise. Ensuite, autour du reporting en tant que tel. Et puis autour de l'automatisation, alors soit via des policies, soit via l'amélioration des processus CI/CD. Assez peu, finalement, répondent à une problématique de capacité d'allocation par un manque d'outils. Finalement, ils ont soit déjà un outil, soit ils jugent que ce n'est pas utile d'avoir un outil supplémentaire. On a demandé aussi aux répondants, est-ce que vous faites plutôt du showback ou du chargeback, ou les deux? Donc showback, c'est je montre aux utilisateurs leur consommation. Chargeback, c'est que je vais jusqu'à les refacturer, donc faire de la refacturation interne de la consommation cloud. Donc globalement, on a une majorité de gens qui font du showback sans faire du chargeback. Quand on fait du chargeback, on fait quasiment systématiquement du showback. Il y en a que 6% qui ne font ni l'un ni l'autre aujourd'hui. Donc des gens qui consomment du cloud et qui ne montrent pas aux utilisateurs leur consommation cloud, il y en a finalement très très peu. En termes de prévision et de précision des prévisions, donc c'est la capacité à faire des budgets de manière précise. Donc on a demandé un peu quels étaient l'écart entre le budget et leur consommation réelle sur l'année dernière. Donc on voit que plus on monte dans les niveaux de maturité, évidemment, et plus l'écart est faible. Et que globalement, on a quand même amélioré les capacités de prévision entre 2021 et 2022. À part sur la partie crawl, les débutants, on va dire, sont toujours aussi débutants, mais ça c'est logique. Les autres ont vraiment progressé dans leur précision d'estimation. Alors, il y a une question, est-ce qu'on a une idée si les répondants qui font du showback le font juste dans une étape de transition vers du chargeback? C'est moi qui ai demandé ça. Ouais, ok. Spécifiquement, ce point-là n'a pas été traité dans l'étude.
Après, ce que je peux voir moi de mon côté chez un certain nombre de grands comptes, c'est qu'on a quand même des clients qui ont une conviction forte sur le fait qu'ils vont s'arrêter au showback. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas devenir un centre de service qui refacture, avec un processus de refacturation en interne qui peut paraître assez lourd. Donc il y a beaucoup de clients qui vont s'arrêter là, qui vont s'arrêter au showback. Même si nous, on préconise évidemment de faire du chargeback, c'est la meilleure manière d'avoir de l'ownership et de la responsabilité sur les consommations cloud, c'est de faire du chargeback. Malgré tout, le message a parfois du mal à passer. Sur les fréquences de mise à jour des budgets, donc à quelle fréquence revoyez-vous vos budgets? On a quand même une fréquence qui est assez importante. Moi, je ne m'attendais pas à ce type de résultat-là. On a des clients qui disent à plus de 30%, par exemple, que tous les mois, ils revoient leur budget cloud. Je m'attendais à quelque chose de moins fréquent, trimestriel ou annuel. Voilà, ce qui est bon, une bonne chose en soi. Et c'est je pense, qui a permis aussi d'affiner cette partie forecast et cette partie précision du forecast qu'on a vu juste au-dessus. Alors, un point qui est très important, qui est assez nouveau dans le questionnaire, on ne l'avait pas l'année dernière, c'est est-ce que vous intégrez des données métiers, est-ce que vous les corrélez avec vos données de consommation cloud? Voilà, on sait que c'est une vraiment des best practices et un peu le Graal du FinOps, c'est d'être capable de corréler de manière précise la consommation d'une application ou d'un environnement avec une donnée business, une donnée métier. Globalement, on a quand même assez peu de clients qui arrivent à ce niveau de maturité. Hein. On a 80% des clients qui utilisent les données cloud. Donc ça, évidemment, quand on compare, on va dire, la facture, on va la comparer avec les données d'utilisation, donc combien de VMG, quel type de stockage, etc. Il y a 40% des gens qui vont utiliser aussi des données de finance IT, donc notamment c'est des budgets en fait, définir le budget et puis comparer la consommation avec le budget que j'ai dans mon processus de finance IT. Les données métiers, on descend à 30%. 30% aussi à peu près, c'est pour la corrélation avec tout ce qui est CMDB et ITSM, donc être capable de lier, de corréler avec des identifiants d'applications, avec des application owners ou des choses comme ça. Et le chiffre d'affaires, on est à peine au-dessus de 20%. Ce qui est assez étonnant aussi, c'est que la partie green est vraiment naissante. On le voit de plus en plus, ça devient de plus en plus un sujet très important pour les membres de la communauté FinOps. Pour autant, les outils des cloud providers sont assez récents et sont encore, pour certains, en bêta. Donc, c'est difficile d'aller vers là. Et avoir une gouvernance vraiment centralisée Green et FinOps, on sent que c'est la tendance, on sent que c'est une cible, mais on sent que personne ne le fait vraiment encore pour le moment. L'automatisation, l'automatisation, elle a clairement progressé depuis l'année dernière. Sur la partie saving plans, c'est une des grosses activités et réservation de sens large, c'est une grosse activité d'automatisation. Pareil sur l'utilisation des ressources, le right sizing de conteneurs ou de VM. Le principal sujet automatisé, c'est le reporting. Aujourd'hui, on a vraiment beaucoup de gens qui ont des reportings de manière automatique, avec tout ce qui va avec, donc la partie notification de budget et tagging qui sont en général adossés au reporting, l'un permet l'autre et vice-versa. On a aussi des sujets un peu précis sur la rétention des données, le tiering de stockage qui est déployé sur les plateformes cloud, et à nouveau les budgets qui apparaissent ici. Une petite question, donc est-ce une bonne pratique de revoir son budget de manière mensuelle? Est-ce qu'il y a une fréquence idéale? Alors, oui, mensuel, c'est vraiment plutôt une bonne pratique. On le voit, hein, plus les gens sont avancés dans le FinOps, donc plus ils sont dans une phase run, plus ils sont précis dans leur budget, et plus ils revoient leur budget de manière fréquente. Donc oui, le fait de le faire de manière mensuelle, c'est une best practice pour avoir des budgets qui sont le plus fiables possible et descendre à ces alentours de 5% de fiabilité qui est tout à fait satisfaisant à mon sens. Voilà, on posait la question l'année dernière de savoir est-ce que vous avez peu ou pas du tout d'automatisation sur les processus FinOps. On avait la moitié des répondants qui disaient ne pas faire du tout d'optimisation.
d'automatisation, pardon. Et c'est descendu à 25%. Ce qui fait que même les nouveaux qui sont arrivés font tout de suite de l'automatisation. Voilà. Je continue. Alors les délais avant la détection d'une anomalie, donc c'est assez intéressant ça aussi, ça permet vraiment de voir combien de temps est-ce que les personnes mettent entre l'arrivée d'une anomalie de facturation et l'analyse de cette anomalie-là pour voir si c'est finalement quelque chose de normal, un faux positif, ou s'il faut optimiser quelque chose. On a 20% des personnes qui disent que ça se compte en heures, donc c'est-à-dire qu'ils sont en dessous de la journée en termes de délai pour l'analyse d'une anomalie, ce qui est un processus quand même hyper efficace. En jours, voilà, on a 50%. Globalement, c'est la target aujourd'hui. Il faut arriver à être au moins capable d'analyser une anomalie dans les jours suivant son arrivée. On ne peut pas attendre la fin du mois et de recevoir la facture pour démarrer des analyses d'anomalies parce que sinon, c'est de la perte. Hein. On va payer le cloud provider pour rien pendant plusieurs jours. On a quand même encore un cinquième quasiment des répondants qui disent qu'ils cherchent toujours un moyen, qui n'ont pas vraiment de processus ou d'outillage pour la détection d'anomalies. Sur les fréquences des réservations et des saving plans, donc c'est à quelle fréquence est-ce que les répondants revoient leur plan de réservation, leur plan de saving plans et l'ajustent en fonction de leur consommation. La majorité est sur le mois, donc tous les mois, ils revoient un peu leur plan de réservation. Certains le font plus fréquemment, toutes les 2 semaines ou toutes les semaines. Sinon, c'est plutôt soit quand j'y pense, soit quand l'outil me dit de le faire, si j'ai un outil qui m'envoie une alerte pour me dire attention, on pourrait faire des réservations. Voilà. Là encore, le mois me semble être plutôt acceptable à minima sur la prise de réservation, c'est-à-dire sur la capacité à en prendre davantage. En revanche, je pense que sur la détection de réservations non utilisées, là, il faut quelque chose qui soit proche de la détection des anomalies, c'est-à-dire quelque chose en heure ou en jour. Il faut qu'on soit informé très rapidement si jamais on a pris des réservations qui ne sont pas utilisées pour pouvoir agir sur ces réservations-là, les convertir quand c'est possible, changer leur scope d'application quand c'est possible, ou peut-être lancer des plans d'action de déploiement d'environnement si jamais il y a des enjeux projets qui sont dans le besoin. Avant d'aller sur les salaires, qui sera la dernière partie, je suis désolé, j'ai pas traduit celui-là, mais donc la taille des équipes en fonction des niveaux de maturité FinOps. Donc en moyenne l'année dernière, les équipes FinOps des répondants étaient de 7 personnes. On est à peu près sur la même moyenne, ce qui est amusant d'ailleurs parce que tout le monde disait qu'ils allaient augmenter leur équipe FinOps, mais au final on n'a pas plus augmenté que ça la taille actuelle des équipes. Et là encore cette année, donc les gens disent que globalement ils vont quasiment doubler sur chaque niveau sur les 12 prochains mois. Il sera intéressant de voir l'année prochaine s'ils ont effectivement réussi à doubler ou s'ils sont contraints, comme on l'est un peu tous en ce moment sur le marché, à des problématiques de recrutement sur des profils qui sont très spécifiques et très rares sur le marché, sur ces profils FinOps. Et donc la rareté des projets nous fera un parfait lien avec la partie rémunération qui arrivera juste après. Est-ce que le FinOps est une priorité pour les dirigeants ? Donc, en fonction des différentes personnes dans l'organisation, est-ce que vous pensez que ces personnes-là font du FinOps une priorité ou pas du tout, ou ne sait pas? Donc, globalement, on voit que pour les rôles de directeur informatique, que ce soit CIO ou CTO, on a vraiment un bon niveau d'évangélisation maintenant du FinOps et ils en font une priorité, notamment le CTO. Le CFO également aussi, alors que c'est pas, et on le voit aussi dans les rattachements, il y a assez peu d'organisations qui décident de se rattacher au CFO. La fonction FinOps, elle est en général plutôt rattachée sur le CTO et sur le CIO. Malgré ça, le CFO est parfaitement informé de ce concept de FinOps et de la priorité que ça peut représenter pour une organisation. Ce qui est assez étonnant, enfin en tout cas moi ce qui m'a étonné, c'est le niveau assez bas de priorité chez les responsables des opérations,
Alors, ça s'explique évidemment, hein, mais voilà, je trouve que s'il y avait des efforts d'évangélisation à faire, du coup, ce serait probablement plutôt sur ces rôles-là. Donc, à la fois les équipes métiers, hein, les équipes digitales, les équipes produits, mais aussi les équipes opérations, qui ont clairement leur rôle à jouer dans les processus FinOps et qui doivent faire du FinOps une priorité. Je pense que c'est directement lié avec les problématiques de reporting et de showback, qui ne sont pas forcément au niveau aujourd'hui. Plus on arrivera à faire de l'évangélisation, du showback et du chargeback, et plus les équipes indirectement touchées par les coûts du cloud vont se sentir impliquées, donc notamment les équipes métiers et les équipes opérations. Voilà. Hop, je continue. Donc sur la partie salaire, donc, il y a toute une étude sur les salaires des profils FinOps. Donc on voit que ce sont des ranges de réponses qui sont quand même assez élevés. Alors attention, c'est des chiffres worldwide. Évidemment, 100 000 $, c'est pas la même chose aux États-Unis sans la couverture sociale, etc., ou en France. Donc il faut faire attention un peu au référentiel. Mais malgré tout, ça montre que clairement, on est sur un métier qui est en tension. On le voit par les niveaux de salaire. Sur des profils qui n'ont forcément pas non plus énormément d'expérience, puisque le sujet du FinOps reste un sujet qui est relativement récent, donc on n'a pas des gens qui font du FinOps depuis 10 ans, hein, ça ne se trouve pas, et malgré tout on va trouver des salaires qui sont quand même très élevés sur ces différents profils. Donc on a splitté un peu cette analyse en fonction de différents axes de lecture. Le premier axe de lecture, c'est l'axe de lecture de l'expérience sur le FinOps. Donc, depuis combien de temps vous faites du FinOps? Évidemment, c'est de la palissade, mais plus on fait du FinOps longtemps et plus les salaires sont élevés. Mais malgré ça, on voit quand même, voilà, au-delà de 150 000 €, des gens qui ont moins d'1 an d'expérience sur le FinOps, qui est assez dingue. Sur la partie niveau, on va dire, organisationnel, entre les contributeurs, des managers, des directeurs ou des VP, donc là encore, évidemment, plus on monte vers le VP et plus les salaires sont élevés. Mais on a là encore quand même, au-delà de 100 000 $, un certain nombre de contributeurs et de managers sur ce type de rémunération-là. D'un point de vue disparité géographique, donc là vous voyez la différence entre les grandes zones géographiques. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est la ligne bleue évidemment pour la partie Europe. Voilà, on voit que même en Europe, on a quand même des salaires qui sont vraiment assez élevés sur ce type de profil malgré ce niveau d'expérience. Personnellement, pour être confronté à des problématiques de recrutement au quotidien, je constate bien ça sur le marché. Effectivement, je pense que c'est un métier qui est particulièrement en tension et qui est particulièrement recherché dans les organisations, ce qui en découle sur les salaires. Voilà. Je crois que c'est tout pour moi. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe sur les nouvelles de la Fondation et que je repasse la main à Antoine? Alors, il y en a eu quelques. Je scrolle le chat. Alors, il y en avait une d'Alice qui demandait si c'est. Non, mais ça, on a vu ça. Hein. Ah non, on a tout vu. Alors. Ouais, je pense que j'ai répondu à peu près en live. Mais s'il y en a des nouvelles, n'hésitez pas. Alors, attends, moi j'en avais une Ah oui, sur les anomalies, l'outillage qu'ils utilisent, enfin, il y en a qui disent qu'ils ne savent pas comment traquer les anomalies, mais on n'a pas d'infos sur ceux qui le font, la manière et les outils qu'ils mettent en œuvre pour justement les intercepter, quoi. Parce qu'en un jour ou quelques jours, c'est pas mal. Et j'imagine qu'il n'y a pas quelqu'un qui surveille la courbe 24 heures sur 24. Non, et puis d'ailleurs, je ne sais pas si tu te souviens, mais il y avait des questions qui étaient portées sur les outils dans le questionnaire, et on n'en a pas vu encore les extracts et les résultats. Donc je pense que la Fondation va peut-être attendre le prochain summit d'avril pour parler de cette partie outils. Parce qu'à date, ils n'ont pas publié les résultats sur cette partie-là. Ok, bon, suite au prochain épisode. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur n'importe lesquels des points, même pour Jérôme, hein, s'il y a une question qui est apparue en cours de route? C'est le moment, il nous reste moins de 10 minutes, on va finir tranquillement. Je vais vous donner quelques nouvelles de la Fondation. C'est écrit à l'écran, mais en attendant, on peut prendre quelques questions ou compléments si vous souhaitez en avoir.
donne peut-être des nouvelles, et puis si jamais il y en a, on y répondra. Ok, allons-y. Alors, il n'y en a pas beaucoup, hein, c'est avant de se séparer. Il y a 4-5 slides, d'ailleurs, j'en profite. Avant que vous vous enchaîniez avec votre réunion de 14 heures, le petit sondage sur ce meetup habituel là, qui nous permet de voir où on met les pieds, je vais le mettre dans le chat. Donc vous pouvez cliquer dessus. Concernant la fondation, il faut que je reprenne le contrôle. Bon, alors, déjà, elle grandit, elle progresse hein, depuis maintenant 2020 où ça a rejoint la Linux Foundation. Il y a déjà plus de 1000 certifiés sur le Slack qui est très actif, très dynamique. Hein, si vous faites du FinOps au quotidien, je vous invite fortement à rejoindre le Slack où il y a tout un tas de discussions enrichissantes qui ont lieu. Il y a plus de 5000 membres, il y a plein de groupes de travail. Et voilà, ça attire l'attention. Il y a des clouders qui commencent à rejoindre officiellement. On voit que Google Cloud et Tencent sont ici. Je sais qu'il y a d'autres discussions par ailleurs. Donc ça bouge beaucoup. Il y a une certaine traction. La fondation travaille à un framework de bonnes pratiques que vous pouvez retrouver sur le site. Hein. On retrouve, alors pour tous ceux qui sont certifiés, on retrouve la roue Inform, Optimize, Operate. Mais sur le site, vous verrez les 6 domaines en vert en dessous. Là, ils sont déclinés avec des capabilities à l'intérieur de chacune. Voilà, c'est en cours d'enrichissement, mais il y en a certaines qui sont très détaillées. Vous pouvez trouver plein de matériaux pour votre besoin de tous les jours. Donc, je vous invite fortement à aller voir. Et si vous souhaitez vous investir, hein, puisque ça va être un peu l'appel à la fin, si vous souhaitez vous investir, puis participer également, vous êtes bien sûr les bienvenus. Il y a des formations et des certifs. Certains d'entre vous ont déjà la FinOps Certified Practitioner. Depuis le début de l'année, il y a la Professional, donc le cran au-dessus. Alors, un practitioner, c'est un jour à peu près de formation, 2 demi-journées. Professionnel, il faudra compter 40 à 60 heures. C'est un format un peu sous forme de mentorat avec de coaching, donc c'est plus long. Et voilà, elle vient vraiment juste d'ouvrir. Elle coûte plus cher aussi. Donc elle est en tout cas officiellement disponible. Et il y a des formations, alors cette fois sans certif, hein, plutôt par persona, que vous pouvez retrouver sur le site de la Fondation, par exemple pour les ingénieurs qui est déjà disponible. Et il y a des formations pour la finance, pour la direction, pour les achats et pour les responsables de produits qui sont en cours d'écriture et de finalisation et qui devraient être disponibles théoriquement dans l'année. Donc ça, ces formations se font en ligne seulement, et pour la professionnelle et la practitioner surtout, il y a des sessions classiques hein, en salle. Il y a des trainers officiels affiliés à la fondation. En France, il y en a 2 hein, qui peuvent vous les fournir. Il y a Team Spirit et Cloudability. Il y a la liste sur le site. Voilà. Si c'est avec Team Spirit, votre instructeur, ce sera moi, mais j'essaierai d'être gentil avec vous quand même. Et la prochaine, si je ne me trompe pas, c'est mi-avril, donc vous pouvez rentrer en contact avec moi si vous le souhaitez. Les groupes de travail, ça c'est hyper important, c'est là où ça bosse à la Fondation, hein, parce que la Fondation a 3 vocations, c'est déjà faire progresser les carrières de ses membres. Il y a une partie carrière professionnelle assez importante. Il y a l'animation de communauté, c'est exactement ce qu'on fait en ce moment, nous, pour la partie France. Et puis, il y a une 3e, évidemment, qui est la définition des bonnes pratiques et des standards autour de la gestion financière. Donc, il y a tout un tas de choses qui sont ouvertes. Il y en a qui sont en cours de route, hein, celles qui sont en vert pour Active for Contribution. Il y a des choses intéressantes qui apparaissent. Donc, vous pouvez tout à fait les rejoindre à n'importe quel moment. Je pense que ça ferait bien un peu sortir du monde anglo-saxon, des fois, au sein de la Fondation. Donc, il faut vraiment que ça s'enrichisse. C'est un petit peu plus le cas ces derniers temps, donc c'est une bonne chose. Et il y a le carré rose en bas, enfin la partie rose, là, ce qu'on appelle les SIG, donc ça c'est une dénomination de la Linux Foundation, les Special Interest Group. Donc c'est un peu comme les groupes de travail qui sont tout le reste, hein, mais à durée plus longue. Les groupes de travail, comme vous pouvez le voir, ça a une durée de vie, ça marche par sprint, ça bosse 3 mois, puis ensuite généralement ça fait une pause, puis ça reprend. Les SIG ont une durée de vie plus longue, et voilà, Emmerich en fait partie, j'en fais partie, d'autres en font partie, je pense, qui sont venus nous rejoindre ici. Nous, on fait partie officiellement de ce SIG France, francophone en tout cas. Voilà, donc on publie des choses, on traduit des choses à la Fondation, on fait remonter des choses à la Fondation. Par exemple, le survey, on l'avait traduit, on a aussi traduit le support de formation pour la practitioner. Donc voilà, on travaille, on collabore, et puis on construit des choses, et aussi on a tout un tas de... On a un organe de direction un petit peu, c'est un peu organisé comme une loi de 1901, sauf que ce n'en est pas une dans ce secteur. On a un collège de clients finaux qui nous dit sur quel sujet travailler. Donc tout ça,
C'est ouvert à n'importe qui, à n'importe quel professionnel, n'importe qui parmi vous. Donc, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous pour rejoindre ce SIG France et puis participer aux travaux de la Fondation et puis promouvoir et un peu évangéliser ces pratiques de bonne gestion financière et bonne gestion environnementale. On met bien les deux. Et d'ailleurs, à ce sujet, il y a un nouveau groupe de travail autour de la soutenabilité, voilà, qui est ici à gauche, hein, qui vient d'ouvrir et qui recrute en quelque sorte si vous avez la fibre verte et si vous pensez que le cloud public et le paiement à l'usage et tout ce qui s'ensuit peut aider en même temps à réduire son empreinte. Voilà, c'était juste les petites nouvelles pour 2022. Il nous reste 3 minutes. Toujours le petit sondage éternel, là, ça nous permet de savoir où on met les pieds. On se retrouvera, on a plusieurs, enfin on a deux meet-up pour être précis, sur la rampe de lancement pour le printemps, des choses plutôt intéressantes. Je pense peut-être qu'il sera temps, après 2 ans de virtuel, de se revoir en physique. On va y travailler. On vous tient au courant rapidement. D'ici là, portez-vous bien. Vous allez recevoir les supports par mail, effectivement, c'est prévu. Vous allez pouvoir les recevoir par mail. Et également, mais par contre, il faut remplir au questionnaire parce que sinon, on n'a pas vos adresses mail avec Meetup, donc ça sera compliqué de vous joindre. Il y aura aussi le replay sur YouTube, comme d'habitude. Vous pouvez retrouver ces 2 dernières années de Meetup sur YouTube, ils sont tous disponibles. Voilà, des sujets sur les clouders, sur la gestion environnementale, des retours d'expérience, plein de choses, des éditeurs de logiciels qui sont venus parler. Donc vous pouvez tout retrouver en ligne. Je pense que j'ai fini, just in time. On a 2 minutes si jamais vous avez une dernière question. Sinon, eh bien, je vous souhaite une bonne après-midi, bonne fin de journée, bonne fin de semaine. Et puis on se tient au courant rapidement sur le site. Merci. Merci à vous. Et merci aux speakers. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à tous. Au revoir.